En fait, l'Europe est passée à côté de la plus grosse occasion de création de valeur dans l'économie de ces 20 dernières années. C'est comme s'il y avait une ruée vers l'IT au niveau asiatique et américain, et que nous, cette course-là, on l'avait abandonnée dès le début. On parle de marché européen, moi je suis désolé, dans la tech, ou même dans d'autres secteurs. Hein. Est-ce que vous connaissez une seule boîte, une super boîte tech allemande qui est cartonnée en France? On dit souvent, nous les Français, on a du mal à s'implanter en Allemagne, ce qui est vrai, hein. Mais moi je pose la question dans l'autre sens. C'est quel est le super champion de la tech allemande qui a hyper scalé en France? Et je suis persuadé qu'en étant très fort et très rapide sur le Web 3, on peut rattraper justement notre retard dans le Web 2. Salut à tous, bienvenue sur le podcast de Cryptost. Aujourd'hui, on reçoit Fatih qui est CEO d'Exaion. Salut Fatih. Bonjour, ça va Gary? Ouais, ça va super. Aujourd'hui, on va parler d'Epine et on va se poser la question suivante, c'est est-ce que maîtriser les infrastructures blockchain, c'est un enjeu de souveraineté nationale? Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux présenter Exaion, qui est une filiale du groupe EDF? Oui, alors effectivement, Exaion, c'est une filiale du groupe EDF. C'est une filiale qu'on a lancée avec Laurent, notre actuel CTO et cofondateur, en janvier 2020. Au moment où on se parle, on a à peu près une soixantaine en forte croissance. Et nous sommes présents sur le continent européen et le continent américain, avec une forte présence au Canada. Exaion, c'est la filiale du groupe EDF qui se spécialise vraiment sur tous les sujets qui tournent autour de la deep tech. Donc on est très présent sur, on va y revenir, hein, la blockchain, l'IA, le quantique et aussi des sujets de cyber. L'idée, c'est vraiment de créer une infrastructure de calcul très haute performance, décarbonée et souveraine. Voilà en quelques mots les objectifs. Hyper clair. On va revenir tout de suite d'ailleurs sur les différents use cases. Hein. Tu parlais de deep tech. Alors c'est vrai que quand vous avez été créé, le principal focus c'était la blockchain. J'imagine qu'entre-temps, il s'est pas mal de choses. On parle pas mal d'IA aujourd'hui, de cloud computing. C'est quoi les différents use cases que vous permettez d'encadrer aujourd'hui? Alors effectivement, nous sommes plus connus pour nos activités dans la blockchain et le Web3. Non pas parce qu'on n'avait pas l'ambition dès le début d'aller vers le sujet deep tech, mais parce que par la force des choses, on a été obligé en fait au lancement en janvier 2020, à un mois avant le début du Covid et de l'enfermement mondial. Voilà. Le seul business qu'on a pu développer à très court terme, en lançant la société, donc avec Laurent au tout début et puis les 4-5 qui nous ont rejoints très rapidement, c'était de faire du machine to machine. Parce que tout le business qu'on voulait développer autour du HPC, notamment du HPC en débordement souverain. C'est quoi HPC? De High Performance Computers, c'est-à-dire c'est le supercalculateur. Okay. En fait, ça nécessitait, c'est un business, on va dire, usual, hein, entre B2B. Mm-hmm. Et ça nécessitait la rencontre en fait, des acteurs sensibles en France, la négociation de contrats, la mise en place des services, l'accès par ces acteurs-là à nos data centers, et puis vice-versa. Enfin, toutes ces activités physiques, mobiles et humaines qui étaient très compliquées pour nous de mettre en place. Donc, on s'est dit en janvier 2020, enfin en février 2020, quand il y a eu le Covid, c'est de se dire, écoutez, focusons-nous sur ce qu'on peut faire comme développement d'affaires en machine to machine, parce que le human to human, ça va être très compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on s'est lancé très vite dans le Web3 et qu'on a vite accéléré sur le Web3 en travaillant en parallèle, pour le coup, sur les fondations des futures activités deep tech. Okay. Mais sans forcément chercher à le commercialiser dans un premier temps. Ouais. Quand tu dis machine to machine, en gros, l'idée, c'est de dire, voilà, je mets la puissance de calcul à disposition du réseau et en fait, n'importe qui peut venir la consommer. Exactement. Sans qu'on ait à se rencontrer, sans qu'on ait à échanger, sans qu'on ait on avait des sujets de, plutôt de KYC, etc. Par rapport aux acteurs qui utilisent nos infras. Mais par contre, ça ne nécessitait pas, comme dans le conseil, dans le développement de blockchain, la mise à disposition de puissance de calcul d'HPC en débordement, de cybersécurité, d'aller rencontrer nos clients en physique et puis pouvoir échanger et mettre en place nos différentes solutions chez eux, chez nous. Mais en tout cas, c'est dans tous les cas une relation humaine. Okay. Donc voilà pourquoi on a commencé par la blockchain, voilà pourquoi on a accéléré très fort sur la blockchain. Puis ensuite, au sortir de la crise, on a repris en fait la roadmap technique qu'on avait, puis on s'est mis à commercialiser pour le coup des activités qu'on avait développées en shadow pendant 2 ans et sur lesquelles on était mûrs pour proposer des services à partir de 2023. On va dire. Ok. Quel type de service d'ailleurs sur le Quel type de service? Voilà. Donc on a 4 familles de services chez Exaion.
Donc, on a Exaion Node qui fait tout ce qui est infrastructure blockchain, indexing. Quand je dis infrastructure blockchain, c'est les nœuds RPC, les nœuds d'archives, les nœuds de validation. Indexing. Un service de staking qu'on va lancer là d'ici quelques mois. Et puis ensuite, un service d'accompagnement et de développement de projets blockchain pour nos clients qui n'ont pas forcément le savoir-faire en interne pour développer des projets sur le réseau Ethereum ou autre. Okay. Ça, c'est Exaion Node. Ensuite, on a Exaion Studio. C'est une solution de cloud 3D. Donc là, en fait, ici, nos clients, ça va plutôt être l'industrie culturelle et créative. Ça va être des entreprises de gaming, de production, de post-production, en gros, des sociétés qui travaillent sur les effets 3D. Donc là, ils vont utiliser nos infrastructures, cartes graphiques, etc. pour travailler sur ces effets spéciaux. Et puis, en fait, dans le prolongement du cloud 3D, il y a ce qu'on appelle le métavers, le jumeau numérique, l'entreprise étendue. On peut appeler ça comme on veut, mais on tourne à peu près autour des mêmes compétences et des mêmes services. Où là, on se focalise plus sur le B2B institutionnel qui a besoin, en fait, de créer un jumeau numérique d'un objet industriel ou de travailler sur des problématiques de type entreprise étendue pour que, toujours dans le prolongement et dans la logique du Covid et du travail à distance, 2 collaborateurs, avec l'un aux États-Unis par exemple, l'autre en Australie et puis même un troisième en Europe, puissent collaborer, travailler tous les 3 sur un même objet en temps réel, même s'ils sont tous éloignés par plusieurs milliers de kilomètres. Donc là-dessus, on a un partenariat avec NVIDIA. On met en avant sur le jumeau numérique la solution Omniverse d'NVIDIA. Donc on a commencé par les effets 3D pour les petits studios de production d'animation. Et en fait, et comme tu le sais, hein, le monde du jeu est très précurseur en termes de technologie. Donc ce qui vient dans le monde du gaming, quelque part, c'est précurseur de ce qu'on va retrouver quelques années ou quelques décennies plus tard dans les grands corpos. Sauf qu'aujourd'hui, le laps de temps entre ce qu'on voit dans le gaming et ce qu'on voit dans les entreprises, ce temps-là, en fait, ce laps de temps-là, il tend à se réduire avec toutes les révolutions technologiques et les ponts technologiques qu'on est en train de vivre en ce moment. Ouais. Donc voilà, donc on a rentré par le gaming, et puis en fait, aujourd'hui, on parle à des gros industriels, comme EDF et puis comme d'autres, hein, qui veulent créer des jumeaux numériques. Typiquement, l'un des cas d'usage, c'est avant d'aller poser la première pierre sur une future construction, je vais d'abord la simuler complètement sur un jumeau numérique avant d'aller poser la première pierre. Ou avant de démanteler un objet industriel, pareil, je vais commencer à le faire dans un jumeau numérique avant d'aller le faire réellement sur le terrain. Okay. Ça permet d'économiser beaucoup de temps et beaucoup d'argent, et puis d'anticiper pas mal de choses. Ça, c'est vrai pour l'industrie de l'énergie, pour l'industrie de l'automobile, les usines automobiles là, qui fabriquent des batteries, qui travaillent sur des usines de batteries électriques, ou sur de futurs véhicules électriques, sont tous en train de d'abord simuler ça dans des jumeaux numériques avant d'aller le faire dans le monde réel. Ok, intéressant. Donc ça, c'est Exaion Studio. Ensuite, on a Exaion Compute. Ça, c'est notre branche Fast Computing. Donc là, c'est vraiment le calcul très très haute performance. Donc on va parler de HPC, High Performance Computers, d'IA, où on va faire du fine-tuning, de l'entraînement de modèles et de l'inférence, et du quantique, où on va travailler sur des sujets d'hybridation entre les ordinateurs classiques et les ordinateurs quantiques. Quand je dis ordinateur classique, ça va être un HPC avec un ordinateur quantique, ça va être une carte graphique, un GPU avec un ordinateur quantique. Donc c'est le type d'hybridation auquel on fait référence. Et last but not least, on a notre dernière verticale, qui est notre verticale cybersécurité, où on permet en fait à nos clients d'effacer et de transporter de l'information à travers 2 solutions de manière hyper sécurisée. Ok, très clair. Alors vous, votre business model, c'est vraiment d'avoir des data centers partout dans le monde. Donc il y a un sujet vraiment, c'est vraiment de l'infra, hein. C'est un peu une des thématiques à la mode, c'est la dépine. Ouais. Donc en gros, l'idée c'est quoi? C'est d'avoir, votre enjeu, c'est de trouver des hangars, des endroits où vous allez pouvoir mettre votre matériel. Et on parlait justement de souveraineté. En quoi c'est important de, par exemple, proposer vos data centers à la fois en Europe, mais aussi un peu partout dans le monde? Alors là-dessus, ce qu'il faut comprendre, c'est que le sujet d'infrastructure IT est devenu aujourd'hui un enjeu de géopolitique mondiale. L'Amérique du Nord et l'Asie l'ont très bien compris. Et ils ont agi. En Europe, on commence à le comprendre et on commence à agir. Ce qui est très important en fait dans l'infrastructure IT, dans la dépine ou dans la décentralisation ou dans le edge computing, voilà, c'est des termes qui renvoient après la même chose. L'important, c'est plusieurs choses. C'est d'aller poser votre data center au plus près du client. Quand on dit au plus près du client, c'est pour plusieurs avantages. Ça permet de réduire l'empreinte carbone. Puis ça permet d'être
dans la même législation que le client. Typiquement, aujourd'hui, on a une réglementation RGPD ici. Bon, bah, vaut mieux avoir un data center en France, dans la législation française pour des clients français, en respectant le RGPD. C'est beaucoup plus facile que de dire, bon, on va prendre vos data et puis on va les transporter de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis on va les stocker là-bas, dans une législation qui est différente de celle qu'on a ici. Et puis du coup, potentiellement faire face à des conflits de réglementation et de juridiction. Sachant que le jour où vous avez un problème, les contrats sont toujours suffisamment flous pour que ça dure soit très longtemps, soit que vous n'aboutissiez à rien, ou à très peu. Donc, être le plus proche du client. Ensuite, un data center, ça nécessite aussi autre chose. Ça nécessite, pour sa performance, d'avoir un réseau électrique et télécom très développé. Là-dessus, là, en France, on a de forts avantages. Et puis, du coup, quand on cherche aussi d'autres géographies pour nous implanter, on regarde ça. Quand on dit un réseau électrique et télécom, et qu'on fait référence au réseau électrique, on regarde du coup, la troisième pilier, c'est le mix énergétique. De quoi est constitué le mix énergétique qui alimente le data center? Est-ce que c'est du charbon? Est-ce que c'est de l'hydraulique? Est-ce que c'est du nucléaire? Donc ça, c'est des choses qu'on regarde de très près aussi. Puis ensuite, quelque chose qui renvoie à la première notion, le plus proche du client, c'est aussi la sécurité des données. Quand vous avez une donnée qui appartient à d'une entreprise française, dont les bureaux sont en France, dont les salariés sont en France, dont le data center est en France, ça peut aussi être utile que l'opérateur du data center soit français. Ou complètement déconnecté du réseau mondial des autres data centers. Ça vous aura pas échappé, il y a une loi aujourd'hui aux États-Unis qui s'appelle le Cloud Act, qui dit une chose très claire, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le siège social de l'entreprise qui fournit le service cloud est basé aux États-Unis, que le data center soit en dehors des États-Unis, que le client soit non états-unien, etc., ils ont droit, sous certaines conditions, de faire remonter l'information aux États-Unis, sans que ni le pays où est hébergé le data center n'en soit informé, ni le client. Donc concrètement, par exemple, si Amazon a des serveurs en France et que moi, ma data, en tant que client Amazon, elle est sur Amazon, Amazon, à n'importe quel moment, le siège aux États-Unis peut aller chercher cette data-là. Sous certaines conditions. Okay. Si c'est dans l'intérêt économique et de la sécurité, etc., des États-Unis, c'est pas ils ont le droit de le faire, c'est ils ont l'obligation de le faire. Et c'est pas sur leur demande à eux. C'est-à-dire que c'est une institution américaine, ça peut être la CIA, ça peut être la NSA, qui demande à AWS de lui faire remonter les données de ce client précis. Ils sont obligés de le faire. S'ils ne le font pas, eux sont en breach de la réglementation US. Et par exemple, admettons que, on va prendre l'exemple d'Exaion. Donc si par exemple il y a un data center français Exaion et qu'il y a une boîte américaine, siège social aux États-Unis, qui veut faire appliquer le Cloud Act, comment vous faites? C'est-à-dire non, justement, Exaion, le siège est en France. On est une entreprise française. Ouais. Donc nous, on n'a aucun lien avec l'administration américaine. Ah oui, quand tu dis en fait le siège, c'est le siège de la société du data center, c'est pas le siège de la société qui est... Le siège mondial de la société, le headquarter. Ok. Nous, on est basé à Neuilly-sur-Seine. Oui. Donc on ne relève pas du Cloud Act. Ok, non, je pensais que c'était par exemple les entreprises qui allaient faire héberger leurs données sur un data center en particulier. Non, c'est l'hébergeur, c'est l'hyperscaler lui-même. D'accord. Donc si on prend les GAFA, leur siège social mondial se trouve dans la baie de San Francisco. Donc eux, en fait, quels que soient leurs clients dans le monde, et si une institution américaine leur demande de faire remonter les informations, ils sont obligés de le faire. D'ailleurs, eux-mêmes luttent plutôt contre, parce que ça, quelque part, ça détériore leur business. Mais c'est une obligation, et ils sont obligés de le faire et de fournir toutes les informations qui est demandée par le gouvernement US. Ok. Et là, c'est intéressant parce que donc, on parle vraiment il y a un côté un peu souverain à la donnée. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en tant que client utilisateur, ta donnée potentiellement peut être récupérée, demandée par les États-Unis si par exemple tu utilises, je sais pas, AWS, qui est un web service. Mais est-ce que dans les faits, les gens sont sensibles à ça? Alors, plusieurs choses. Beaucoup de gens aujourd'hui le savent. Ensuite, ils ont des réglementations en interne dans leur entreprise qui leur disent que si telle et telle conditions sont validées, vous avez le droit de travailler avec. Mais par contre, même s'ils ont le droit de travailler avec, en fait, ils ne sont pas protégés. Mais eux, ils se disent, le service est très performant, et c'est vrai qu'ils sont très performants. Ça coche les cases minimales qu'on doit cocher pour pouvoir déployer des services sur un cloud. Maintenant, est-ce qu'on est protégé à 100%? Non. Mais en même temps, rien ne nous interdit de le faire parce que la réglementation interne de l'entreprise ou du pays ou de l'UE ne nous oblige pas à aller jusque-là. Donc ils le savent, ils savent qu'ils prennent un risque. Il y a quelque chose qui est intéressant, je trouve, en Asie et aux États-Unis, c'est que les grandes entreprises asiatiques et nord-américaines, elles n'ont pas le droit de sortir leur data du sol, de leur territoire
respectifs. Ok. Typiquement, nous, aujourd'hui, on est basé au Canada, on démarche de temps en temps des sociétés qui sont aux États-Unis. Et il y a une règle là-bas, c'est quand vous êtes une société classée dans le Fortune 500, vos data ne doivent pas sortir du territoire américain. Et sur le territoire américain, bah voilà, les sociétés qui peuvent opérer un cloud sur le territoire américain ont forcément un siège local et sont forcément soumis au Cloud Act. Mais bon, dans le cas des sociétés aux États-Unis et des acteurs américains, pour eux, les GAFA, ce sont des acteurs souverains, ce sont des acteurs américains. Okay. Donc, eux, ils n'ont pas ce problème avec les GAFA. Ouais. Mais par contre, si eux voulaient travailler avec un Alibaba Cloud, bah, je peux vous assurer qu'en tant que Fortune 500, ils n'ont pas le droit de le faire. Et pareil en Chine, vous êtes une entreprise hypersensible en Chine, vous avez du Alibaba Cloud, du Tencent Cloud, etc., etc. C'est interdit pour vous d'aller mettre toutes vos données sensibles chez un acteur de type GAFA. Donc les Américains, eux, et les Asiatiques, eux, interdisent à leurs plus grosses sociétés de sortir leurs données sur un cloud qui n'est pas un acteur local. Et c'est là où, en Europe, nous, on est complètement naïfs. Ouais. On n'a pas ça, nous. Nous, nos données, elles traînent partout. Elles traînent en Asie, elles traînent en Amérique du Nord. Rien ne nous empêche de le faire. Rien ne nous oblige à le faire. Ce qui a deux conséquences fâcheuses. C'est un, ça limite le développement à l'échelle mondiale d'acteurs IT européens. Et deux, ça met à risque les acteurs européens parce que leurs données, en fait, ils ne les maîtrisent pas. C'est pour ça qu'on n'a pas de super champion européen de la tech. S'il y avait une réglementation qui forçait à consommer européen, comme c'est fait en Amérique du Nord et comme ça fait en Asie, on aurait, nous aussi, des super champions de la tech en Europe. Ouais. Et on les a pas. Pourquoi, selon ça? Pourquoi, je veux dire, la législation, dans ce sens-là, n'a pas pris conscience de cet enjeu de souveraineté Ça, franchement, je sais pas. Je sais pas si c'est par non-maîtrise du sujet, non-capacité à faire parce que voilà, ce genre de décisions ne se prennent pas forcément au niveau local, elles se prennent au niveau européen. Et au niveau européen, bon, bah, quand vous devez vous mettre d'accord à 27, c'est plus compliqué que quand vous devez vous mettre d'accord tout seul. En Chine, c'est simple. Hein. Ouais. Un pays, un parti, la décision est prise, il y a plus d'1 milliard de personnes qui l'appliquent. Ouais. Bah, nous, c'est un peu plus compliqué. Donc, est-ce que c'est un manque de conscience? Est-ce que c'est de la naïveté? Est-ce que c'est de la complexité autour des débats entre pays? J'en sais absolument rien. Mais ce que je peux dire, c'est que ces super champions, on les a ni en Allemagne, ni en France, ni en Italie, ni même au UK. Hein. Ni même au UK. Et c'est là où nous, on a complètement abandonné ce secteur. Puis quand vous prenez aujourd'hui les plus grosses capitalisations boursières mondiales, ce sont que ces boîtes-là. Ouais. Ce sont que ces boîtes-là. Donc en fait, l'Europe est passée à côté de la plus grosse occasion de création de valeur dans l'économie de ces 20 dernières années. C'est comme s'il y avait une ruée vers l'IT au niveau asiatique et américain, et que nous, cette course-là, on l'avait abandonnée dès le début. Vous voyez, vous prenez aujourd'hui les plus grosses capitalisations boursières, vous allez retrouver, selon les jours ça change, hein, mais vous allez retrouver du Nvidia, c'est les cartes graphiques, vous allez retrouver Microsoft, acteur du cloud, puis vous allez retrouver Google, acteur du cloud, vous allez retrouver Apple qui fait les téléphones, puis vous allez retrouver Amazon qui fait du cloud. Voilà, donc en fait, il n'y a pas de secret. Hein. Ouais. Les plus grosses capitalisations boursières mondiales, ce sont des entreprises de ces secteurs-là. Et quand vous regardez en Asie, ce sont aussi les plus grosses fortunes, ou les plus grosses capitalisations. Nous, en Europe, on est complètement passé à côté. On est encore sur un profil économique. Si vous prenez le CAC 40 et que vous prenez les plus grosses capis, vous allez voir que le profil des entreprises qui sont cotées, c'est les profils que vous retrouviez les mêmes il y a 10 ans, il y a 20 ans. Il n'y a pas eu de révolution à ce niveau-là. Dans le CAC 40, il n'y a pas une boîte tech. Pas une seule. Ouais, les LVMH en tête. Bon, c'est très bien. Hein. Ouais. Ils font des super produits. C'est un super vecteur qui permet de faire rayonner la France, d'attirer plein de touristes. Alors, il faut des LVMH, etc. La question, c'est pourquoi LVMH? C'est pas pourquoi LVMH et la fabrication boursière en Europe, en France. Eux, c'est très bien. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas de champions de la tech qui, eux aussi, sont à des niveaux de LVMH ou même au-dessus si on fait le comparatif avec les États-Unis et l'Asie. C'est pourquoi il manque ça. Parce qu'ils sont rachetés à chaque fois déjà. Parce qu'ils sont rachetés très, très tôt. Et puis après, on n'a pas un marché commun. Ouais. Aujourd'hui, quand un Américain lance une entreprise, il a un marché de 350 millions de consommateurs américains. Et les plus grosses sociétés, les plus grosses capitalisations boursières au monde, ils ont accès en plus au marché canadien et au marché mexicain. Puis avec des accords de libre-échange un peu avec différentes régions. Et notamment l'Europe. Nous, on parle de marché européen. Moi, je suis désolé, dans la tech, ou même dans d'autres secteurs. Hein. Est-ce que vous connaissez une seule boîte, une super boîte tech allemande
qui est cartonné en France. On dit souvent, nous, les Français, on a du mal à s'implanter en Allemagne. Ce qui est vrai, hein. Mais moi, je pose la question dans l'autre sens. C'est quel est le super champion de la tech allemande qui a hyper scalé en France? Voilà, bah, vous voyez, dans l'idée, eux, ils vont avoir Aleph Alpha, nous, on va avoir Mistral. Mais la vérité, c'est qu'on va pas avoir un champion européen qui va couvrir toute l'Europe et qui va permettre de scaler à l'échelle mondiale. On connaît une super boîte tech française qui est cartonnée en Italie, ou une super boîte tech italienne qui est cartonnée en Espagne. Vous voyez, on n'a pas. En fait, on a plein de petits champions locaux, mais on n'a pas de champion régional en Europe. C'est intéressant. Et par rapport à la réglementation, je pense que c'est trop tard pour mettre en place un cadre réglementaire dans l'espoir de voir naître justement un top acteur européen sur le domaine du cloud, ou c'est trop tard parce que le domaine a déjà été cannibalisé par les acteurs américains notamment. En fait, je pense que dans cette course-là, la course au Web 1, Web 2, bon, elle est finie. Ouais. Les Américains et les Asiatiques, ils ont super bien bossé. Ils ont des produits merveilleux. Là-dessus, je pense que voilà, la course, on a clairement perdu. Maintenant, attention, on a des opportunités. Les opportunités, ce que je vous dis tout à l'heure, c'est que pour développer des data centers, vous avez besoin d'avoir un réseau télécom de qualité et stable, un réseau électrique de qualité et stable, un positionnement géographique plutôt tempéré pour refroidir plutôt facilement le data center, un mix énergétique décarboné, et puis une position régionale qui fait que vous pouvez être très performant très vite partout. Bon, bah la France coche tout. Okay, donc la France, en vrai, ça peut être un champion du data center. La France peut être la capitale, une des capitales mondiales de la décentralisation du data center. On a le meilleur réseau électrique en termes de qualité, en termes de stabilité et en termes de décarbonation, on a le meilleur monde. C'est pas le côté cocorico, hein, et c'est pas non plus parce que je suis filiale d'EDF, mais à un moment donné, c'est une réalité. Parce que pendant le Covid, on a eu, nous, une seule minute de coupure d'électricité. Jamais. Oui, encore, il y a la semaine dernière, au Texas, dans la ville de Houston, ils ont été privés d'électricité, les climatiseurs ne marchaient plus, ils faisaient 45-50 degrés, il y a eu des morts, il y a eu des trucs. On parle de l'État du Texas, l'un des États les plus puissants et les plus riches des États-Unis. Moi, je me souviens pas, depuis le Covid, même pendant le Covid, et pendant que tout le système était en tension, qu'on a eu ne serait-ce qu'une minute de coupure d'électricité. Donc, en France, on a cette chance. Ensuite, l'électricité est décarbonée. C'est du nucléaire. Ensuite, on est dans le meilleur positionnement géographique. Climat tempéré, pas besoin de faire tourner la clim H24, etc., etc. Puis en plus, on est une des premières économies européennes, ce qui fait que Paris peut devenir quelque part, la France peut devenir un peu l'hébergeur des data centers pour la majeure partie des pays de l'Union européenne, avec lesquels on a des interconnexions électriques et télécom. Puis ça ne vous aura pas échappé non plus que la France, à travers son exposition sur l'océan Atlantique et la Méditerranée, est reliée quasiment à tous les câbles Internet qui relient l'Amérique du Nord à l'Europe. Donc l'information circule très vite, on est au point même de raccordement. Donc la France peut devenir un champion là-dedans. Clairement, on a une opportunité. Est-ce qu'on la prend, est-ce qu'on la prend pas? J'ai l'impression qu'on commence à en prendre conscience. Nous, chez Exalion, on en parle de ça depuis 2018. Mais il y a une vraie prise de conscience. Il y a une vraie prise de conscience au niveau de l'État et même au niveau d'EDF. Hein. Moi, je le vois aujourd'hui de plus en plus chez EDF. On commence à parler de faire tout le possible pour que la France puisse devenir un havre pour les data centers. Ensuite, ça permet de décentraliser. Une fois que vous avez créé des data centers un peu partout en France et que tous les gros acteurs mondiaux ont un data center en France, ont des partenaires en termes de data center en France, etc., ça permet de décentraliser. Ça permet d'éviter typiquement ce qui s'est passé un peu avec la crise CrowdStrike Microsoft. Donc pour rappeler, le 19 juillet dernier, panne mondiale, que ce soit les aéroports, et d'ailleurs pas que les aéroports, c'est même des aéroports, hôpitaux, chaînes de télévision, même les armées, je crois qu'ils l'armée. Le monde était down parce que l'antivirus utilisé par Microsoft, CrowdStrike, était down lors d'une mise à jour. C'est ça. Alors c'est pas un problème Microsoft, ça il faut le préciser. C'est un problème d'un fournisseur de Microsoft qui s'appelle CrowdStrike. Et lors de leur mise à jour de leur outil d'antivirus, la mise à jour s'est mal faite. Du coup, cette mauvaise mise à jour s'est répandue auprès de tous les clients de Microsoft. Ici, la question, c'est pas de dire Microsoft a fouté, c'est pas ça du tout. Ici, ce qu'il faut éviter, c'est les SPF, les Single Point of Failure. C'est-à-dire la centralisation. C'est-à-dire que quand un acteur lâche, on ne peut pas se permettre que tout le système lâche. Complètement. Donc c'est là où
Typiquement, il va y avoir des partenariats entre Microsoft et d'autres acteurs. En disant, moi, je suis Microsoft, j'ai mes data centers à travers le monde, en propre, mais je m'appuie aussi sur un réseau de partenaires, sur différentes géographies. Au cas où moi, mes data centers lâcheraient, les autres continueraient, prendraient le relais, etc., etc. Donc là, je pense que c'est aussi un backup à avoir entre les GAFA, les BATX, et puis et c'est là où les acteurs européens peuvent devenir des partenaires d'ailleurs. Et dans la décentralisation, c'est-à-dire que effectivement, on a raté nous le coche du Web 1, Web 2, et je suis persuadé qu'en étant très fort et très rapide sur le Web 3, on peut rattraper justement notre retard dans le Web 2. Parce que si on parle de décentralisation, et d'ailleurs, non seulement la France, de par son positionnement, son réseau électrique et télécom, sa mix énergique, etc., est pour moi le meilleur endroit où poser des data centers dans le monde. Mais au-delà de ça, je trouve même que la logique de la décentralisation du Web 3, de la liberté, fit très bien avec le mindset des Français. C'est notre mindset, ça. On n'est pas des gars qui vont tout centraliser avec un parti unique, avec... on est plutôt libre de penser, plutôt ouvert, plutôt décentralisé, plutôt un peu, entre guillemets, mais dans le bon sens du terme, un peu révolutionnaire. Et je pense que et le mindset et les caractéristiques, les attributs en fait de ce monde du Web 3 fit très bien avec la géographie, avec le pays, l'organisation, les réseaux électriques et télécoms et le mindset des Français. Et puis pour faire tout ça, il faut des super ingénieurs. On l'a vu dans le Web 3, la France, je sais pas si ça l'est toujours, mais on était l'un des 3 premiers écosystèmes mondiaux dans le Web 3. On est un très fort écosystème mondial dans l'IA. On a un très fort écosystème mondial top 3 dans le quantique, dans le jumeau numérique. Donc on a en plus le savoir-faire. On a les cerveaux, on a les écoles, on a les ingénieurs. En fait, ce qu'il y a en France, on a tous les morceaux du puzzle. Oui. On a les ingénieurs par-ci, on a les réseaux par-là, on a la position géographique par-ci. En plus, on a un reach mondial. C'est-à-dire que la France est le premier, voire l'un des premiers États au monde qui a le plus d'accès à des zones maritimes et avec un positionnement sur les 4 coins de la planète, à travers les dam-tom, etc., etc. C'est-à-dire qu'en plus, tout en respectant la législation française, on peut permettre de décentraliser toute une infrastructure cloud sur les 4 coins de la planète. En Polynésie, en Martinique, dans l'océan Indien, dans l'océan Pacifique. Tout en gardant la souveraineté nationale. Tout en gardant la souveraineté nationale. Donc en vrai, on a tous les morceaux du puzzle. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'on va trouver la bonne combinaison qui fait qu'on va devenir un champion? Mais on a tout, on a tous les morceaux. Ouais, c'est intéressant. Et est-ce que le prix d'ailleurs, ça peut être par contre un frein? Le prix de l'électricité, pardon, j'entends. En France? Ouais. C'est super compétitif. Le prix de l'électricité en France, c'est super compétitif. Le seul endroit où vous pouvez trouver de l'électricité moins chère, ça va être dans des zones où on va considérer de l'énergie fatale. Je m'explique. Vous allez être dans une géographie où vous avez un centre de production d'électricité qui n'est pas relié au réseau, ce qui fait que tout le surplus d'électricité de cette zone de production, si elle n'est pas consommée, elle est perdue. C'est là où il y a eu certaines zones en Islande, au Canada, etc., qui ont fait du Bitcoin mining. Qui ont fait du Bitcoin mining avec cette énergie fatale. Sauf que cette énergie fatale, elle est de plus en plus rare. Parce que moi, je peux vous dire, je témoigne, comme on a beaucoup d'activités au Canada. Aujourd'hui, au Canada, il y a plein d'acteurs de l'automobile qui sont en train de créer des usines de fabrication de batteries électriques au Canada, dans des régions qui sont très proches de celles où on minait du Bitcoin. Donc aujourd'hui, ils préfèrent fermer une ferme de minage du Bitcoin dans laquelle vous avez un salarié et remplacer par une usine de construction de batteries électriques dans laquelle vous allez retrouver des centaines de salariés. Ça va créer une économie locale, ça va créer des commerces autour, des hôtels, du passage, bref. Ça va redynamiser des régions qui sont aujourd'hui complètement vides, avec au milieu de nulle part une ferme de minage qui va consommer, qui va miner, mais qui va créer aucun emploi. Et qui va créer aucune richesse localement, parce qu'en plus, le Bitcoin, dès qu'il est miné, il va sur un wallet quelque part ailleurs, il reste même pas sur place, il crée même pas de richesse sur place. Donc ça, on le voit aujourd'hui, ces capacités de consommation d'électricité supplémentaires et fatales, il y en a de moins en moins et elles coûtent de plus en plus cher. Donc quand on remet ça dans un mix énergétique plus global, on revient à des coûts d'électricité qui sont pas très loin ou comparables à ceux de la France. Après, il y a toujours sur certains points très précis des opportunités. Mais en face, vous n'aurez pas forcément toute la capacité nécessaire. Ça pourrait peut-être monter une petite usine, un petit centre un petit data center, mais on ne pourrait pas créer 50 data centers. Ouais. Là où en France, avec l'énergie du nucléaire, les centrales en production, les nouvelles centrales en construction, le renouvelable, en fait, on a
notre interconnexion sur le reste de la plaque européenne fait que voilà, on peut construire à de très fortes échelles. Ok. Et d'ailleurs, juste pour avoir un ordre d'idée, aujourd'hui, ouvrir un data center, c'est quoi? C'est plusieurs dizaines, centaines de millions d'euros Ça dépend de la taille de votre data center. Je pense qu'en dessous de 10 millions d'euros, vous ne pourrez pas. Le plus petit, suffisamment équipé, suffisamment sécurisé et suffisamment stable en termes de connexion électrique, etc. En dessous de 10 millions, c'est très compliqué. Okay. Ou alors, vous n'avez pris aucune mesure de sécurité. Nous, on travaille beaucoup sur du tier 3, tier 4. C'est le ranking des data centers. Le 4, c'est le max. Okay. Donc, nous, on est beaucoup sur du 3 et du 4. Donc, quand vous voulez travailler sur ce référentiel-là, aussi petit que soit votre data center, en dessous de 10 millions d'euros, c'est très compliqué. Ouais, je vois. Puis après, vous n'avez pas de limite. Mais des bons data centers, tier 4, avec une taille suffisante, importante, ouais, c'est facile dans les 100 millions d'euros. Et donc vous avez vos propres data centers en France et aussi en Amérique, par exemple? Oui, alors deux choses. On a deux approches différentes là-dessus. Donc comme je vous l'ai dit au tout début, on est une filiale du groupe EDF. Donc filiale du groupe EDF, nous, les data centers d'Exaio en France se trouvent en Normandie, c'est dans les data centers du groupe EDF, où on loue des mètres carrés IT, on appelle ça. Donc c'est des gros data centers, et nous, dans ces grands data centers EDF, on loue un espace qui nous appartient et qui nous est dédié. Dans les deux data centers du groupe, en Normandie. Reliées chacune par de la fibre noire, c'est-à-dire une fibre privée, qui fait que chacun des data centers est en redondance de l'autre. S'il y en a un qui tombe, l'autre prend le relais. Okay. Et vice versa. Donc en France, on n'a pas créé nos data centers, on est hébergé par le groupe. Par contre, au Canada, on a créé nos propres data centers. On a hébergé dans un data center existant à Montréal. On a créé from scratch notre data center à Sherbrooke. Donc là, effectivement, on est dans un incubateur, un ancien couvent d'ailleurs, qui est devenu un incubateur hyper moderne. Ouais. Et le rez-de-chaussée, en fait, c'est beaucoup nos data centers. Et la chaleur qui est produite par nos serveurs est récupérée pour chauffer le bâtiment. Ouais, au Canada, l'hiver, il peut faire hyper froid, moins 30, moins 40, on les voit. Donc on récupère la chaleur fatale des data centers d'Exaio pour chauffer justement l'incubateur dans lequel on se trouve. Okay. Et d'ailleurs, enfin, tu disais que le premier, vous étiez dans un data center existant, et le deuxième, vous l'avez créé en propre. Est-ce que le fait de créer en propre, c'est toujours cette logique de souveraineté, justement Exactement. Ouais. Exactement. En fait, nous, ce qu'on voulait, c'est les critiques qu'on fait nous en France par rapport à des cloud providers étrangers, sans discriminer, hein, que ce soit américains ou asiatiques. Le sujet est le même, c'est qu'ils ne sont pas européens. On ne voulait pas en fait répliquer au Canada des critiques que nous on fait en France. Donc ce qu'on leur a dit, c'est qu'on va créer des activités de data center de cloud au Canada qui matchent toutes les mesures de cybersécurité et de souveraineté du Canada. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune connexion entre nos data centers en France et les data centers au Canada. Et les data centers du Canada sont au plus proche de nos clients canadiens, enfin même québécois, qui fait que leurs données se trouvent à quelques kilomètres de leur bureau, hébergées et sécurisées, et avec aucune autre communication en dehors du Canada. Okay. Donc on a recréé une souveraineté pour eux, chose qui était très importante, parce qu'ils ont les mêmes problématiques que nous. Hein. Ils veulent protéger leurs données, ils veulent protéger leurs industries. Et c'est vrai que venir créer sur leur territoire, from scratch, un data center au plus près de leurs clients, qui ne sont interconnectés avec aucun data center dans le monde, pour eux, c'est un gage de sécurité et de souveraineté très important. Ok, hyper intéressant. Dernière question, Fatih, est-ce que toi, tu es en contact avec des politiques, justement, pour leur faire prendre conscience de cet enjeu de souveraineté nationale, souveraineté européenne, qui est d'avoir des data centers en propre et de moins dépendre d'acteurs américains, asiatiques On n'est pas en direct en relation avec des politiques. Ensuite, il nous arrive d'échanger avec certains ministères, pas pour comment est-ce qu'on crée la souveraineté, mais pour leurs besoins. Dans le cloud, dans l'IA, voilà, ils nous demandent ce qu'on fait, nos services, le niveau de protection de nos données, nos tarifs, plutôt comme partenaire ou potentiel client. Dire qu'on s'assoit avec des politiques pour penser ensemble la stratégie de souveraineté du cloud et de l'IT français, non, ça, on n'est pas dedans. Ouais. D'ailleurs, ça, ce sont des sujets qui nous dépassent. Ouais. Ce sont des sujets plutôt... on a une équipe dédiée à ça dans le groupe EDF. Donc, c'est plutôt les équipes du groupe EDF qui sont en relation avec le gouvernement, qui travaillent et qui échangent sur la souveraineté énergétique, sur la décarbonation et très certainement sur des sujets aussi de souveraineté autres qu'énergétique. Ok, ouais, c'est vrai.
Et d'ailleurs, ce serait quel ministère selon toi qui serait concerné? Est-ce que c'est le ministère de l'économie ou plus lié à... En fait, est-ce que c'est un sujet à la fois, économique et de l'ordre de la vie privée? C'est un peu à cheval entre deux. Alors oui, sur la partie économique, je pense Bercy. Mhm. Puis après, je pense que ça va être aussi les cabinets des ministres ou la présidence. Mhm. Ils ont des super équipes qui travaillent sur tous ces sujets-là. Vous voyez, là, on a un programme. Si vous regardez la French Tech, France 2030, toutes les enveloppes qui ont été distribuées aux startups à travers la BPI, etc., etc. On voit bien qu'il y a une stratégie autour de l'IA, autour du quantique. Donc, il se passe plein de choses. Ouais. J'ai pas de doute que à ce niveau-là, on a des gens très intelligents et très éclairés qui sont en train de travailler sur une stratégie de souveraineté IT pour la France. Ok, hyper intéressant. Ouais, comme tu disais, après c'est un sujet qui dépasse la France, qui est à trouver un terrain d'entente d'un point de vue européen, ce qui est moins évident. Le mieux, ce serait d'avoir des accords au niveau européen, mais à défaut d'avoir à court terme des accords européens, au moins avoir des accords français. Ouais, si je fais le parallèle avec le Web3 et la blockchain, en attendant d'avoir une réglementation sur les prestations sur les actifs numériques, on a mis en place une réglementation française. On a mis en place le PSAN, donc l'AMF, l'autorité des marchés financiers. C'est un super précédent parce que du coup, ça devient un modèle pour le MiCA européen. Puis peut-être derrière, ça va devenir une super référence pour d'autres réglementations mondiales. Mais vous voyez, on n'a pas attendu en France une réglementation pan-européenne pour nous, déjà au niveau de l'AMF, travailler sur le PSAN. Donc je pense qu'il faut avoir cette logique. Si on peut le faire au niveau européen, et puis c'est pas moi de le décider, mais autant le faire au niveau européen. Mais si ça traîne ou si c'est pas au top priorité de l'agenda, à minima essayer de faire quelque chose en France, quitte ensuite à revoir la réglementation française pour avoir un truc qui fit mieux avec la réglementation européenne. Mm-hmm. Mais déjà, ne pas nous priver, nous, à court terme, de mettre en place des choses. Puis souvent, on critique le côté réglementaire de l'Europe. Les Américains inventent, les Européens réglementent, on les entend toujours ces phrases. Ça n'a pas que du mauvais. Vous voyez, aujourd'hui, dans la blockchain, on a une réglementation française qui est claire. Et comme la réglementation française est claire, on arrive à attirer à Paris, enfin, même en France, plus largement, plein de super boîtes de la blockchain et du Web3. Vous avez vu, ces dernières années, il y a plein de grosses boîtes d'entreprises, des leaders mondiaux de la blockchain qui ont créé des sièges à Paris, ou un minima de très gros bureaux à Paris, parce qu'il y a une réglementation claire. Là où dans d'autres géographies, comme il n'y a pas une réglementation claire, ils ne savent pas à quel moment ils vont se faire rattraper par la justice, et jusqu'où, pénalement et civilement, la justice va leur retenir rigueur. Mm-hmm. On peut voir l'histoire de CZ aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est vrai que pour ça, la France, à minima, elle a un avantage, c'est qu'elle a une réglementation, elle est claire. Donc, si vous voulez jouer dans un périmètre bien défini et bien clair et transparent, la France, c'est un super terrain de jeu. Et de là, réussir, une fois que la réglementation se sera globalisée, après, l'enjeu numéro 2, ça va être de retenir sur le territoire français ces acteurs qui étaient venus dans un premier temps parce qu'on avait une réglementation qui était claire. Donc là, après, il faut voir comment on gère la suite, mais ça a du bon. Réglementer, ça a du bon. Ok. Ça mérite d'imposer des règles claires et précises pour tout le monde. C'est clair. Fatih, merci beaucoup, hyper intéressant. Merci.